My name is Rajkumar Lama. Mon nom est Rajkumar Lama. Je suis né il y a 17 ans dans un village à 50 km de Katmandou, au Népal. Dans mon village, les gens sont pauvres, mais la misère n'existe pas vraiment comme à Katmandou, car les cultures et l'élevage nous permettent de manger à notre faim. Là-bas, tout le monde travaille dans les champs. Les hommes qui ne sont pas cultivateurs sont ouvriers dans la construction, ce qui leur permet de gagner juste ce qu'il faut pour nourrir leur famille. Les villages de la région sont souvent à plusieurs jours de marche d'une route carrossable. Aussi, pour approvisionner les petits magasins et les refuges de montagne, le transport des marchandises doit se faire à dos d'hommes. On utilise également des mulets, mais comme ces animaux coûtent très cher, il faut les ménager. Alors souvent, leurs charges sont moins lourdes que celles des hommes qui portent jusqu'à 75 kg. Le portage est un travail extrêmement dur et beaucoup de porteurs meurent avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans. Mon ami Deva, guide de montagne, nous a proposé un boulot de porteur à 3 de mes amis et à moi. Il s'agit d'accompagner des randonneurs belges jusqu'au camp de base de l'Annapurna. Je suis très content car je vais pouvoir gagner 500 roupies par jour. Ça me permettra de continuer mes études et aussi d'aider mes parents. Le jour de départ, je suis tout excité, mais quand même un peu inquiet, car c'est la première fois que je vais porter une charge de 20 kg pendant 10 jours, et ça jusqu'à une altitude de 4200 mètres. Ça ne doit pas être facile. Quand le trek commence, nos compagnons européens sont assez étonnés de nous voir, jeunes adolescents, porter des charges aussi lourdes. Le premier jour, lors d'une pause, Monsieur Joseph, le plus costaud des Belges, demande à porter un de nos sacs par curiosité. Son portage sera de courte durée. Il reprendra vite son petit bagage. Un autre motif d'étonnement pour les trekkers, c'est de nous voir grimper sans problème dans les rochers, chaussés de sandales de plage, alors qu'eux portent aux pieds de grosses chaussures de marche qui, soit dit en passant, valent plus d'un mois de notre salaire. Au Népal, les enfants sont partout. À chaque halte, les randonneurs leur distribuent des bics, des cahiers et des bonbons qu'ils ont apportés de Belgique. C'est une excellente idée car ici, dans les villages, ce sont des choses difficiles à trouver. J'ai remarqué que lors de la distribution des bonbons, Deva, notre chef guide, prend toujours le temps de dire aux enfants de ne pas jeter les emballages par terre, car, dit-il, il faut veiller à garder la montagne propre. Tout le long du chemin, les villageois ouvrent de petites auberges appelées lodges où l'on peut prendre ses repas et dormir. Les chambres sont réservées aux randonneurs, mais nous les porteurs, nous devons souvent nous contenter de dormir par terre ou coucher sur la table de la salle à manger. Dans ces endroits perdus, la TV et le cinéma sont inexistants et les habitants du village ont l'habitude de se réunir le soir pour parler ou chanter tous ensemble.
Après une bonne nuit, au petit matin, la chaîne des Annapurna apparaît là-bas au loin. C'est magnifique. Mais malgré la beauté du lieu, je ne peux m'empêcher d'être inquiet. Je me demande si je serais capable de parcourir les 90 km du trek avec ma charge. Et je repense avec admiration aux vieux d'orge qui traversaient notre village chaque semaine avec 80 kilos de marchandises sur le dos pour aller alimenter un refuge d'altitude. Heureusement, je suis certain que les dieux de la montagne là-haut veillent sur moi. Cette montagne, qu'on l'appelle Macha Puchara, on dit qu'elle est la résidence des dieux, que son ascension est interdite. Le travail de porteur est dur, mais je suis un tamang. Alors je dois être courageux devant mes amis et devant les porteurs que nous croisons sur le chemin et qui portent 3 fois plus de poids que moi. Quand la fatigue s'installe, je pense à mon enfance et je me demande pourquoi on doit grandir. J'étais si bien avant, quand j'étais petit et que je gardais les vaches, comme ces gamins qui s'amusent avec la caméra de Monsieur Marc. Arrivé à l'endroit à midi, nous mangeons le dal bhat. C'est le repas traditionnel népalais. Il sera à nouveau servi le soir. Il est composé de riz blanc et d'une soupe de lentilles accompagnée d'un curry de légumes et d'épices. Pas de viande, car les vaches sont sacrées, on ne les tue pas. Et comme les poules dans les œufs, on ne les tue pas non plus. Le dal bhat est servi à volonté et il est très impoli de refuser d'être resservi. Tant mieux, car nous avons besoin des rations énormes pour tenir le coup. Chez nous, c'est aussi fort mal élevé de se servir de couverts en métal. On dit que cela fait maigrir. Nous mangeons donc avec les mains, ou plutôt avec la main droite, car la main gauche, c'est celle qui sert à s'essuyer après avoir été à la toilette. Dans les villages, on rencontre parfois des cantonniers. Bien sûr, ici, ils n'ont pas de salopettes ni d'uniforme, mais à ce qu'on m'a dit, ils font le même travail qu'en Europe. Ils surveillent et réparent les chemins et les ponts, qui sont très nombreux et souvent en piteux état. Ce matin, j'ai ri de bon cœur. À un détour du chemin, un de nos trekkers qui est bûcheron dans son pays n'a pas pu s'empêcher de donner une leçon de bûcheronnage à un autochtone qui, ahuri, se demandait à quel fou il avait affaire. Ils sont vraiment spéciaux, ces Belges. Le passage des randonneurs dans les villages attire toujours les enfants. Il faut dire que c'est à peu près la seule distraction qu'ils ont, alors ils en profitent. J'ai fait la même chose quand j'étais petit. Ils ne sont pas les seuls à profiter du passage des étrangers. À l'entrée d'un village, une vieille femme nous accroche et se lance dans une longue explication que Deva traduit. Elle nous demande un peu d'argent pour aider à reconstruire une maison détruite par le feu. Les parents sont morts dans l'incendie
et le petit garçon reste seul, sans toit, pour s'abriter. Si nous donnons quelques roupies, nous serons bénis et notre nom sera inscrit dans son carnet. C'est très bien de s'entraider, mais pour le nom dans le carnet, je n'y crois pas fort. Ça m'étonnerait qu'elle sache écrire. Ok, namasté. Bye bye. Bye. Après le passage du nouveau pont sur la rivière Modicola, un escalier gigantesque se présente à nous. Maintenant, nous allons devoir franchir un dénivelé de 800 mètres pour atteindre le village de Chomron. Ils sont fatigués, mais moi aussi, et je voudrais aussi déposer ma charge. Enfin, courage! Il ne reste plus que 5 heures de marche. Je me suis engagé à atteindre le but. Je dois y arriver. Nous arrivons enfin au village. Je n'en peux plus, mais j'ai tenu le coup. Le vieux d'orge serait fier de moi. Le soir tombe sur le Machapuchare. Deva, qui connaît la région, nous cite les noms des montagnes qui nous entourent. Elles atteignent toutes au moins 4000 mètres, mais elles paraissent à peine plus grandes que des collines à côté de la montagne sacrée. Le lendemain, dès 6 heures du matin, après le petit déjeuner, nous préparons nos sacs. Pas loin de nous, d'autres porteurs dansent sur la terrasse. Moi, la perspective du chemin qui nous reste à faire me coupe toute envie de danser. Bye bye. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il y a beaucoup de petits écoliers sur le chemin, car dans les écoles, c'est le jour où l'instituteur distribue 1 litre d'huile de friture à chaque élève, afin de les encourager à venir à l'école. Malheureusement, beaucoup d'enfants ne vont à l'école que le vendredi pour recevoir leur litre d'huile. Il faut les comprendre. On a besoin d'eux à la maison pour les travaux. Et de plus, les écoles sont souvent à plus de 2 heures de marche des habitations. Les enfants sont alors trop fatigués le soir pour pouvoir encore travailler au champ ou s'occuper des bétails. Après une longue marche, nous quittons la zone des villages et nous abordons le jungle de la vallée de Modicola. Là-bas, un seul refuge. Il semble assez proche, mais nous allons marcher une journée entière pour l'atteindre. Heureusement, nous avons de la chance. En octobre, le temps est froid mais beau. Alors qu'en été, la pluie n'arrête pas de tomber. Et la jungle est infestée de sangsues, ce qui a obligé plus d'un randonneur de rebrousser chemin. Le nouveau refuge est très confortable. Il y a un carom, le jeu de billard napalais, des pâtisseries à 500 roupies, donc pas pour moi, une toilette avec douche, un WC et même une ampoule électrique. Quel luxe!
Ce soir, ce sera la fête, car la gardienne du refuge a préparé, en plus du dalbat, des pizzas et même des frites. Dehors, il fait froid glacial. Pour nous garder les pieds au chaud, la gardienne a glissé, en dessous de la table, un réchaud à kérosène qui fume, qui nous empeste et nous fait tousser. Nous l'éteindrons le soir, quand nous nous installerons sur la table pour y passer la nuit. Nous aurons peut-être froid, mais au moins, nous ne mourrons pas asphyxiés. Les randonneurs dorment tout habillés dans leur sac de couchage pour essayer de faire sécher sur eux leurs vêtements trempés de sueur. Nous, les porteurs, nous dormons tout habillés, car de toute façon, nous avons peu de vêtements de rechange. Le deuxième jour, dans cette jungle qui n'en finit pas de grimper vers la haute montagne, est très pénible. Mais parfois, au détour du chemin, les spectacles surréalistes nous attendent. C'est ainsi que nous croisons une équipe de joyeux japonais. Un peu plus haut, c'est un petit porteur muni d'un arrache-poulie. Je me demande ce qu'il peut bien faire dans la jungle avec un tel outil. L'arrivée au refuge suivant marque la fin de cette jungle épuisante. Nous sommes tous fatigués. La nuit sera la bienvenue, car demain, nous aborderons la haute montagne pour une étape très dure à une altitude supérieure à 3000 mètres. Voilà, nous sommes partis. Heureusement, pour le moment, le chemin est peu vallonné et moins angoissant que dans la jungle. Mais malheureusement, le second guide se met à nous expliquer qu'ici, au mois d'avril dernier, 6 randonneurs italiens ont été ensevelis sous une avalanche de printemps, provenant d'un des sommets de 6000 mètres qui nous entourent. Pour le coup, je ne suis plus rassuré du tout. C'est très long, le chemin n'en finit pas. L'air est si tenu que nous sommes hors d'haleine. Je suis très fatigué et il fait glacial. Une des randonneuses pleure, c'est très dur pour elle aussi. Heureusement, après 8 heures de marche, le camp de base de Machapuchare est en vue à 3750 mètres d'altitude. Quel bonheur de retrouver la douce chaleur de cette vieille cabane. En plus du dalbat habituel, les randonneurs nous offrent des pizzas et des Coca-Cola. C'est un super cadeau car à cette altitude, la pizza et le Coca coûtent chacun 500 roupies. Ça fait plaisir, mais je suis quand même un peu gêné de manger pour 2 jours de salaire en un seul repas. Mais voilà, c'est pas tous les jours la fête, alors profitons-en. Demain, ce sera le grand jour. Nous attendrons enfin le camp de base de l'Annapurna. Très tôt le matin, nous montons doucement vers le camp de base. Heureusement pour moi, les gros sacs de 20 kilos sont restés au refuge. Nous les prendrons en redescendant. Il fait très froid et avec nos petits sacs tout légers, nous les porteurs, nous avons l'impression d'être devenus des touristes randonneurs. C'est bien agréable, mais l'altitude nous coupe le souffle.
Derrière le camp de base, nous apercevons les tentes d'une exposition qui va viser le sommet de l'Annapurna. Je n'en crois pas mes yeux. Des hommes jouent au volleyball à 4200 mètres d'altitude. Il faut dire que eux, ce sont de vrais Sherpas, ceux qu'on nomme les tigres des neiges. Mais je me demande quand même, comment ils peuvent courir comme ça? Peut-être qu'ils ont un troisième poumon. En les voyant aussi frais, et en pensant qu'ils vont devoir encore lutter plus d'un mois pour atteindre le sommet, j'ai un peu honte de me plaindre et j'ai l'impression que notre terrible trek n'était qu'une petite promenade. Quoi qu'il en soit, je ne regrette pas d'être venu. Ici, tout est beau, tout est grand, c'est le domaine de l'aigle et des esprits. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je serai guide de métier, ou alors, si je peux continuer mes études, je deviendrai médecin ou ingénieur, et je reviendrai faire le trek avec mes propres porteurs. Et je grimperai jusqu'au sommet de l'Annapurna. Pourquoi pas? J'espère que les dieux qui habitent ces lieux m'y aideront.